Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du blog mespremieresruches.com, le blog qui vous apprend l'apiculture de A à Z. Je m'appelle Guillaume et je suis apiculteur depuis 2017. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'échanger avec Zakia, qui dirige les opérations de Un toit pour les abeilles, une entreprise basée en Charente-Maritime, près de La Rochelle. Cette entreprise de 10 salariés propose un parrainage de ruches à des particuliers et des entreprises. Jugez plutôt par les chiffres. 100 000 parrains et marraines particuliers. Plus de 3 000 entreprises qui parrainent. Et un réseau de 100 apiculteurs, avec au total 10 000 ruches qui sont parrainées via Un toit pour les abeilles. C'est parti pour le podcast. Donc Un toit pour les abeilles, c'est une histoire de 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans en fait, on a fêté nos 10 ans l'année dernière, on est dans notre 11e année. Alors à l'origine, c'est pas moi, à l'origine c'est Régis Kipinois, fondateur d'Un toit pour les abeilles, il a créé la structure. En fait, il était apiculteur amateur, tout comme vous, passionné par la biodiversité, très affecté par le déclin des abeilles. On parle d'il y a 10-11 ans en arrière où même si le grand public n'était pas encore très sensibilisé à la disparition des abeilles, lui sur son rucher en tout cas il voyait le déclin qui s'opérait petit à petit, et donc il avait une structure de covoiturage. C'est l'un des premiers acteurs à avoir proposé des solutions de covoiturage. Il a toujours réfléchi, pensé ces projets comme des projets qui devaient avoir un impact positif sur la biodiversité, sur la nature et sur l'environnement. Donc il avait lancé effectivement un projet de covoiturage, et pour créer un petit peu de buzz autour de ce lancement-là, il a installé sur l'une de ses ruches un logo avec la mention de son ancienne entité qui s'appelait Ecolutis. Donc ça a éveillé la curiosité des journalistes qui se sont penchés sur la question. Pourquoi les abeilles? Pourquoi cette solution de covoiturage? Donc il a expliqué un petit peu son projet. Ça a fait mouche, on a eu pas mal d'entreprises au début, ça a été plutôt les entreprises qui ont souhaité s'engager dans une démarche environnementale, qui ont demandé la possibilité d'avoir des ruches avec leur logo. Et puis finalement, alors le monde de l'apiculture, c'est un monde finalement très petit, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Donc Régis était en relation avec d'autres apiculteurs du secteur, d'abord plutôt au niveau local, puis au niveau régional. Aujourd'hui, on est présent vraiment sur toute la France, on a une centaine d'apiculteurs dans le réseau. Donc on a lancé Un toit pour les abeilles en 2008, si je dis pas de bêtises, et on a installé depuis plus de 10 000 ruches sur tout le territoire français. Donc voilà, de nouvelles colonies d'abeilles, grâce au soutien de parrains particuliers et d'entreprises qui ont participé à cet effort via le financement de ces ruches. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a 10 000 ruches qui sont parrainées. 10 000 ruches qui ont été installées sur tout le territoire depuis effectivement le début de l'initiative. Davantage encore cette année, puisqu'on est sur notre 11e année, et on continue ce cheminement d'installer chaque année de nouvelles colonies sur tout le territoire. D'accord. Sur les ruchers, principalement, c'est sur les ruchers des apiculteurs plutôt qu'en ville. Peut-être que cette question-là, vous me la poserez un peu plus, par la suite, excusez-moi. Mais effectivement, on a plutôt privilégié, même si de manière très anecdotique et ponctuellement, on peut installer sur des sites d'entreprise plutôt périurbains quand on a suffisamment de flore environnant et quand on s'assure qu'on ne va pas générer de conflit entre abeilles domestiques et abeilles sauvages. Sinon, à 99%, on installe sur les ruchers de nos apiculteurs qui sont sur des milieux plutôt ruraux et adaptés finalement à la vie des colonies. C'est intéressant, d'accord. Donc vous voulez dire que avant quand même d'installer une ruche, vous faites une étude? Oui, ce qu'on appelle une étude de faisabilité environnementale et technique. On va s'assurer qu'en fait, si on installe des ruches sur le toit d'une entreprise ou sur le sol d'une entreprise, on ne va pas finalement déséquilibrer un écosystème déjà en place, et que les abeilles qu'on va installer, que les ruches qu'on va installer vont être viables, ne vont pas finalement mourir. On n'a pas d'intérêt à installer pour installer. L'objectif, vraiment, c'est un engagement sincère dans notre objectif d'installer de nouveaux essaims, c'est de se dire que ces essaims-là, on va leur donner un environnement dans lequel les abeilles vont s'épanouir et évoluer. Et voilà, on n'a pas vocation à installer parce que ça fait plaisir à une telle structure, etc. Donc il y a toujours un contrôle de faisabilité technique et environnementale réalisé par l'apiculteur lui-même. C'est l'apiculteur qui décrète de la faisabilité technique ou pas. Et cette faisabilité, est-ce qu'il y a une grille qui est définie, qui est normée en quelque sorte, ou est-ce que c'est un peu vous qui l'avez créée?
Alors c'est plutôt non, on n'a pas de grille associée à cela parce que on n'est pas, nous on estime que l'apiculteur c'est lui qui respecte l'art et les règles de l'apiculture française. Donc c'est lui qui en fait peut décréter en fonction effectivement de l'environnement sur lequel on va installer les ruches de l'évolution de sa colonie. C'est lui qui va nous dire moi la colonie va bien évoluer dans cet environnement-là ou elle risque de faire face à des carences en réserve ou elle risque de déséquilibrer un écosystème déjà en place, etc. Donc, on s'appuie vraiment sur l'expertise de nos apiculteurs. D'accord. Sachant que les apiculteurs qui intègrent un toit pour les abeilles, c'est des apiculteurs qui signent une charte, entre guillemets, d'engagement autour de leur métier. On n'est pas du tout dans une recherche de rendement, pas du tout. On l'expliquera dans le processus du parrainage, mais comment sont financées les ruches? En fait, globalement, l'apiculteur n'a qu'un rôle à jouer, c'est celui de gardien des abeilles. Il s'occupe des abeilles, il produit du miel, c'est son rôle, et bien évidemment, il doit vivre de son activité décemment, donc il va produire du miel, mais sans recherche de rendement à tout prix, puisque le miel qu'il va produire, on va lui acheter, il y a un prix qui est largement au-dessus de la moyenne en France. Le prix du miel en France, si je dis pas de bêtises, il avoisine les 8 € du kilo. En Europe, il avoisine les 4 €. En Asie, je vous en parle pas, on est aux alentours des 1,50 €. D'accord. Nous, on achète le kilo. C'est-à-dire qu'un apiculteur professionnel vend en moyenne son miel entre 8 et 10 € du kilo son miel. Nous, chez Un Toit pour les Abeilles, on achète le miel entre 25 et 35 € du kilo, selon que le miel va être labellisé, etc. C'est de se dire, pas la peine de surproduire, on va te payer 3 fois plus cher ton miel, l'objectif étant que tu te focalises sur les ruches que tu as, à échelle humaine, pas la peine d'en avoir, pas la peine de surproduire, pas la peine d'avoir des milliers d'essaims, cheptel réduit, pratique douce, respectueuse de l'abeille, et de toute façon le revenu est assuré derrière puisqu'on va vous payer, donc vous apiculteurs, en moyenne entre 3 fois voire 4 fois le prix le prix au kilo moyen en France. Impressionnant. Et avant de revenir là-dessus, avant de continuer là-dessus, juste pour reparler de la partie faisabilité. Quels sont les points généralement que les apiculteurs étudient avant d'installer un essaim? Il y en a tellement. La ressource, mais comment est-ce qu'on peut arriver à avoir... de ressources. Alors, c'est assez viable parce que souvent ils commencent par un petit Google Maps et puis ils vont vérifier quel type de plantation. Donc ils vont sur place vérifier quel type de plantation on a sur le secteur. C'est difficile parce que souvent il est possible que vous ayez des rotations de floraison que vous ne voyez pas, mais vous allez savoir si vous avez une dominante de tel arbre sur le secteur et quel type de floraison vous allez avoir, quel type donc de nectar potentiellement et pollen, nectar vous allez offrir aux abeilles, etc. Donc ça c'est un gros indicateur. Si vous avez suffisamment de floraison sur le secteur et notamment d'arbres fruitiers éventuellement et autres, en tout cas fort en apport nectar et pollen. Et bien globalement, on part du principe que vous n'allez pas dénaturer le secteur puisque nous, sur les sites d'entreprise, on installe généralement 2 ruches maximum, c'est suffisant. On n'est pas sur des cheptels, on n'est pas sur des zones où on va pouvoir installer énormément de ruches. Les ruches, clairement, elles sont faites pour vivre en colonie sur des milieux où elles vont avoir des hectares de biodiversité à disposition. Donc les champs ruraux sont nettement plus adaptés. Quand on installe 1 à 2 ruches sur un milieu sur lequel on s'est assuré qu'on a normalement un parc environnant, des bois, etc., on sait que potentiellement il y a pas on va pas dénaturer l'écosystème environnant. D'accord. Par contre, si on est sur un milieu où les ressources sont très restreintes et que finalement c'est associé, on sait rien, des petits habitats alentours avec des jardins, etc. Là, clairement, on va créer un vrai déficit de ressources pour les abeilles, notamment sauvages. Pas que les abeilles sauvages, les autres pollinisateurs sauvages qui vivent plutôt en milieu urbain. Donc là, clairement, à la fois c'est déséquilibrer les écosystèmes environnants, mais c'est en plus ne pas s'assurer, ne pas pouvoir avoir la certitude d'avoir suffisamment de ressources pour les abeilles tout au long de l'année et de se dire que potentiellement on va les retirer à telle période de l'année puisqu'il n'y aura plus de floraison alentour et elles vont avoir un besoin en nectar juste avant notamment l'hivernage, une dernière mielée ou autre pour pouvoir assurer l'hivernage et c'est de devoir soit récupérer les seins juste avant l'hivernage pour s'assurer d'une dernière mielée qui va lui permettre d'avoir suffisamment de ressources, soit d'alimenter en candie et autres. C'est pas l'objectif. Donc généralement, c'est pour ça on a 3500 entreprises marraines à date. Je crois qu'on est installé, on a installé sur à peu près 10 sites, une dizaine de sites à peine.
D'accord. Finalement, on est vraiment plus sur un engagement sur les ruchers des apiculteurs, où là, on sait que l'environnement est vraiment propice à... Et puis, il y a des études scientifiques qui ont été réalisées, je crois que c'est en 2016 qu'on a rédigé un article sur le sujet. Vous avez dû voir passer les informations. Mais dans les années 2015-2016, on a eu une espèce de communication transverse qui s'est faite, notamment via les médias, qui expliquait qu'installer les ruches en ville, c'était finalement minimiser les pesticides, etc., et c'était apporter suffisamment de ressources aux abeilles qui vivaient en colonie, etc., et que c'était finalement plus intéressant pour les apiculteurs d'installer les ruches en ville. Des scientifiques ont mené des études, je crois que l'étude, ils l'ont menée sur un an, donc sur plutôt du court terme. Et au terme de l'année, on s'est rendu compte que donc on déséquilibrait les écosystèmes environnants, que c'était une ubie que de se dire que les abeilles étaient moins infectées par les pesticides, puisqu'on avait encore ces herbicides qui étaient utilisés dans les jardins, sur les balcons, etc. Que finalement il y avait d'autres facteurs d'appauvrissement, donc qui affaiblissent les colonies, qui sont les stress des villes, les ondes et les routes, le bruit, etc. Et que finalement, le bruit qui crée des vibrations, oui. Ouais, et ça vient finalement stresser les colonies et les mettre en situation de stress ultime, donc finalement d'affaiblissement. Et l'étude disait, a clôturé en disant, plutôt que de chercher à continuer les pratiques agricoles qui visent à utiliser des produits phytosanitaires sur les sols, etc., de continuer ces pratiques-là et de supprimer de l'équation les abeilles, qui sont effectivement 7 éléments qui nous font à un moment donné lever le panneau et dire stop aux pesticides, etc. Eh bien, plutôt que de se dire on déménage les abeilles et on continue nos pratiques, c'est de se dire à un moment donné ces pratiques-là sont nocives pour les abeilles, mais pour vous, finalement agriculteurs en première ligne, puisque finalement c'est les herbicides et notamment les néonicotinoïdes sont considérés comme perturbateurs endocriniens pour les abeilles, mais aussi cancérigènes pour les hommes. Donc les agriculteurs qui utilisent ces produits se mettent en danger finalement. Donc c'est se dire arrêtons ces pratiques qu'on nous a inculquées, c'est des pratiques qu'on a depuis des décennies maintenant, mais aujourd'hui revenons à quelque chose d'un peu plus finalement bénéfique à la fois pour les hommes et à la fois pour la nature, pour les sols, pour les pollinisateurs, etc. Et finalement, on réussira finalement à retrouver quelque chose de vertueux. Aujourd'hui, on rentre dans un engrenage où on surutilise. Je crois que, je sais plus si c'est la Fondation Hulot qui a sorti cela, mais malgré les textes de loi autour de la biodiversité, malgré les initiatives qui ont été prises, malgré les alertes qui ont été données autour de l'utilisation des néonicotinoïdes, on reste aujourd'hui l'un des pays qui utilisons le plus de néonicotinoïdes. Je crois qu'on a une hausse sur 2020 ou 2021 de 25% d'utilisation de ces phytosanitaires sur les champs agricoles. Donc en fait, on est dans une situation où ou en tout cas la filière agricole est dépendante, se met dans une situation de dépendance ultime de ces produits qui sont nocifs finalement pour les sols, qui nous appauvrissent les sols, qui ont un impact très nocif sur les pollinisateurs, qui jouent un rôle sur la pollinisation de ces plantations, et qui sont nocifs pour l'homme. Donc voilà, ça interroge en tout cas sur le champ des possibles et sur ce qu'il faut faire aujourd'hui pour essayer de sortir de cette situation un peu dramatique. Ça m'interroge un peu sur ce que les agriculteurs apprennent justement en école d'agriculture. Est-ce que ceux qui utilisent les produits phytosanitaires, c'est quelle génération en fait d'agriculteurs? Est-ce que c'est plutôt génération intermédiaire, génération aînée ou génération plus jeune? Et voir comment les jeunes aussi, ce qu'ils en pensent. Et est-ce qu'il y a aussi des cours en école d'agriculture sur la pollinisation justement? Un gros questionnement sur cette partie. Moi je maîtrise pas. J'ai cette tendance à dire que les agriculteurs, effectivement, ceux qui ont baigné dedans, auxquels on a inculqué effectivement que sciences agricoles aller de pair avec utilisation de produits phytosanitaires, clairement ça va être très très difficile de changer les mentalités. En tout cas, ça paraît très compliqué. Les nouveaux agriculteurs qui s'installent, je pense que mine de rien, le mouvement qui s'opère chez le grand public interroge. Donc je pense que notamment sur la filière bio aujourd'hui qui se développe de plus en plus, qui était niche hier et qui aujourd'hui est une obligation. Je crois que
Je crois que dans les référencements, notamment GMS, etc., donc grands groupes alimentaires, on demande aussi dorénavant l'obligation d'avoir une partie des parcelles, je ne sais plus, alors le pourcentage, il faudra peut-être se renseigner sur cette partie, mais en bio. Et ça devient une condition sine qua non. Donc il y a une vraie évolution vers, en tout cas, quelque chose. Alors c'est lent, pour nous c'est beaucoup trop lent, mais en tout cas il y a une prise de conscience. Et je me dis que les nouvelles générations, celles qui vont prendre le relais finalement agricole, vont davantage en tout cas s'interroger sur cette partie-là. Je dis pas que aujourd'hui on n'a pas de, c'est très difficile. Il faut encore penser ces solutions éco-responsables qui vont permettre à moindre coût de pouvoir préserver ces sols. Aujourd'hui il y a une vraie dépendance financière du secteur agricole. La mise en danger d'une plantation peut mettre en danger la structure complète agricole, et on entend que la partie financière est une partie, la partie pécuniaire rentre vraiment en jeu sur cela. Donc il faut réussir justement à trouver une espèce de système où on élève les prix. On comprend qu'à un moment donné, pour pouvoir préserver et avoir des produits en phase avec ce que l'on souhaite pour demain, il va falloir se payer le juste prix, en tout cas, à la filière agricole. Aujourd'hui, c'est une filière qui est en souffrance. Alors moi, je la pointe pas du tout du doigt, parce que je sais ce que c'est qu'une filière en souffrance, et l'objectif de rendement les pousse à. C'est pour ça que nous, on a retiré l'équation. On est en mesure de le faire. On a une petite structure. On reste une petite structure à échelle humaine. On a une centaine d'apiculteurs. Et on a pris ce pari de se dire, on retire de l'équation cette recherche de rendement. Ne cherchez pas à vendre votre miel en volume pour 8 € du kilo. Vous n'y arriverez pas, et ça va peut-être générer une dérive de la pratique agricole, apicole en l'occurrence. Donc concentrez-vous sur les abeilles, puisque vous en avez besoin. Mieux vous les traiterez, plus vous verrez un retour finalement sur la production. Et en plus, ce miel-là, on va pouvoir vous le rémunérer décemment. D'accord. Et pour revenir sur un tour pour les abeilles, quelle a été la vision à l'origine et la vision actuelle de l'entreprise? Est-ce qu'elle a évolué? Alors, oui, elle a évolué. De Régis. Elle a évolué dans son première au départ. Ouais. Alors, vraiment, la première idée, c'était sonner l'alerte. Dire, il se passe quelque chose dans la filière apicole. La filière apicole, c'est une petite filière. Je crois je sais plus, on a 2000 ou 5000 professionnels. Pas tant que ça finalement en France. Et on a à peu près 10 000 à 15 000 apiculteurs, amateurs inclus. Donc c'était se dire à un moment donné, aujourd'hui, face à une filière agricole qui est très imposante en France, c'est de se dire, nous apiculteurs, on n'a pas de voix. De voix qui puisse comme ça sonner l'alerte. Pouvoir créer du buzz autour de j'installe une ruche aux couleurs des colutis et je pointe du doigt le déclin des abeilles. Ça peut à un moment donné, en tout cas au niveau local, c'était sa recherche, vraiment au niveau local, se dire posons-nous les bonnes questions. On s'est fait dépasser par finalement l'engouement du public. C'est vraiment le public qui a été réceptif. D'abord l'entreprise, puis le particulier. Aujourd'hui, un tour pour les abeilles, on a comptabilisé depuis le début de l'initiative plus de 100 000 parrains particuliers qui ont participé à cette initiative. Et 3500 entreprises. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a suscité auprès du grand public un éveil des consciences. À notre échelle, bien évidemment, mais on l'a fait, on a participé à cela. Donc on peut vraiment se féliciter de cela. Et il y a 10 ans en arrière, quand on a lancé l'initiative, les premiers parrains qui nous ont suivis, c'était plutôt les grands-parents. Ceux qui jadis voyaient les abeilles dans leur jardin, etc., qui ont vu s'estomper un petit peu cette biodiversité dans leur jardin. En tout cas, c'était les retours qu'on a vus. Aujourd'hui, on a conservé ces grands-parents, entre guillemets, les générations antérieures, mais on a surtout vu arriver beaucoup de nouvelles générations de parents trentenaires, quarantenaires, parents de petits-enfants, 5 ans, etc., qui ont cette envie de se dire qu'à un moment donné, ils vont laisser aux générations à venir une planète plus saine, en tout cas. Donc il y a eu un vrai réveil, et ça va dans le bon sens, dans le sens où les générations antérieures, c'est des générations qui nous quittent aujourd'hui, et si cette vision de la préservation des abeilles nous quittait avec elles, ce serait dramatique. Aujourd'hui, on a quand même les nouvelles générations. J'ai beaucoup de nouveaux parents qui suivent l'actualité de leur ruche avec leurs enfants, qui demandent des contenus pédagogiques,
qui ont justement nous ont demandé d'essayer de vulgariser la vie des abeilles pour mieux la comprendre, mieux la cerner. Et c'est pour ça qu'on rentre pas dans du trop technique et trop scientifique. On pourrait très bien, on a aujourd'hui une filière d'une centaine d'apiculteurs très pros qui pourraient très très bien aller plus loin dans les démarches d'explication, mais on a voulu le rendre adaptable finalement à notre public, de manière à ce que tout à chacun comprenne l'enjeu et comprenne le rôle qu'il a joué. D'accord. Et à toi, pour les abeilles, c'est vraiment de créer le lien entre les apiculteurs et les particuliers. Comme ça, une personne qui se dit j'ai envie d'œuvrer pour beaucoup de personnes considèrent que les abeilles sont importantes, mais ils savent pas très bien comment le faire. Ils ont à part acheter du miel, et encore ils savent pas très bien où en acheter du bon miel. Donc là, ça peut permettre à des personnes qui n'ont pas le temps, la possibilité d'avoir une ruche, de tout simplement se dire je vais contribuer à la filière apicole. C'est ça. Difficile de proposer aux parrains particuliers d'installer chacun chez soi une ruche. Ça va être très compliqué. Aujourd'hui, quand le particulier parraine, et l'entreprise d'ailleurs, quand vous parrainez, c'est pas un chèque que vous transmettez pour financer l'installation d'une ruche, etc. On n'en parle plus. C'est fait. J'ai fait ma petite BA et j'oublie. C'est 1 an d'engagement avec nous, durant laquelle vous allez recevoir du contenu régulier. Donc on a un texte saison notamment mensuel dans lequel on vous explique la vie de la ruche. On va vous expliquer ce qui se passe dans la ruche à telle période de l'année, donc en février à l'heure actuelle. On va vous expliquer ce que fait l'apiculteur à cette période de l'année. Donc on a un encart sur l'apiculteur et sur le métier. Donc on explique à quoi sert l'apiculteur finalement. On fait un zoom sur un élément intéressant de la vie de la ruche. C'est soit le cycle de vie de l'abeille, c'est soit la fécondation de la reine, etc. On explique quelque chose d'important autour de l'organisation de la colonie. On partage aussi des bonnes nouvelles. Alors chaque année, on essaie de changer. L'année dernière, on partageait des recettes à base de miel. Cette année, on est plutôt sur les bonnes nouvelles éco-responsables du moment, les initiatives positives, etc. pour montrer qu'il y a un élan, un mouvement en tout cas qui s'opère. Donc c'est assez, pas forcément uniquement concernant les abeilles, mais vraiment concernant la biodiversité en général, la faune, la flore, etc. On a ce contenu-là, on a les nouvelles de l'apiculteur de manière ponctuelle. Alors, on n'impose pas à l'apiculteur de rédiger toutes les semaines, c'est pas possible. Il s'occupe d'avoir des abeilles. Par contre, de manière ponctuelle, alors souvent trimestrielle, on demande à l'apiculteur de donner des nouvelles. Est-ce qu'il a eu des mortalités? Pourquoi est-ce qu'il a eu des mortalités? Est-ce qu'il fait face à la pression du frelon asiatique? Au contraire, est-ce que les abeilles sont en bonne santé? Est-ce qu'il a déterminé pourquoi elles sont en bonne santé? De quoi elles ont pu bénéficier? Quel type de mielé il est en train d'avoir, etc., etc. Donc, on rentre un peu plus dans la vie de la ruche. Les parrains reçoivent des photos de leur ruche, donc ça c'est vraiment le petit plus où on se dit on suit l'actualité de sa ruche. Il y a les pots de miel, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Vous avez parrainé pour recevoir des petits pots de miel qui sont donc traçables, issus du rucher parrainé. Alors pas de la ruche bien sûr, c'est un pot commun, mais issus du rucher parrainé. Donc vous savez qu'il est traçable, vous savez que c'est du miel et 100% miel d'origine France, donc ça c'est super important. Et on vous propose chaque année, donc entre mars, souvent ça démarre en mars et ça se clôture en octobre, on vous propose d'aller rencontrer votre apiculteur. Donc on clôture comme cela l'engagement. C'est une rencontre avec l'apiculteur sur le rucher parrainé. Souvent on propose de venir dès midi, on propose à chacun de ramener du sucré, du salé, on fait un petit pique-nique aux abords du rucher. Puis ensuite, on enfile les tenues de protection et avec l'apiculteur, on va voir les ruches, ouvrir les ruches. Il explique, il montre un petit peu l'organisation de la colonie, la reine, les ouvrières, les bourdons, etc. Il explique tout cela. Et puis, il va y avoir un échange qui va s'opérer entre les parrains, marraines, les enfants et l'apiculteur. C'est là où va jouer son rôle de sensibilisateur autour de la protection des abeilles. Quel rôle ont joué les parrains? Qu'est-ce qu'ils ont permis clairement de financer, etc., etc. Et de manière un peu plus ludique, régulièrement, on partage des petites actions que chacun peut mettre en place, tout à chacun peut mettre en place chez soi pour préserver la faune, la flore, sans forcément accentuer sur les abeilles, mais quel type de floraison vous pouvez mettre dans vos jardins, éviter les tontes trop régulières, bannir bien évidemment l'utilisation d'herbicides dans les jardins, c'est bon, c'est terminé ça depuis longtemps. Des belles prairies, laisser des petits coins de jachère fleurie dans le jardin, laisser les marguerites tranquilles dans l'intersaison, elles jouent un rôle pour les abeilles qui est juste primordial de transmission de nectar avant la belle floraison de printemps.
Voilà, c'est toutes ces sensibilisations-là et ces petits gestes. Vérifiez quand vous êtes en magasin, vérifiez, lisez les étiquettes de vos pots, rentrez dans le détail. Vous arrêtez pas à la belle image d'une apicultrice avec un drapeau bleu, blanc, rouge. Souvent, ça cache des origines. Alors maintenant, on a l'obligation de mettre les origines. Depuis 2021, les distributeurs de miel ont l'obligation d'indiquer le type d'origine en plus par niveau d'importance, en pourcentage. Ah, ouais. Donc regardez, lisez les étiquettes et puis privilégiez les circuits courts, allez acheter en marché auprès de votre apiculteur de secteur, etc. Ça vaut pour le miel, ça vaut pour les fruits et légumes, ça vaut pour plein de produits dont on sait qu'ils sont importants et qu'aujourd'hui on peut pas décemment consommer des fraises en plein hiver, etc. C'est juste un éveil des consciences, donc on partage ces bonnes pratiques que tout à chacun peut mettre. C'est juste un éveil des consciences. Ouais, juste un éveil. Ok. Et concrètement, si une personne veut parrainer une ruche, elle vous contacte et après, donc, elle s'engage pendant 1 an. Elle peut choisir la région. Ouais. Donc tout se fait depuis le site internet. Alors elle peut nous contacter. Notre téléphone est mis à disposition. On a un chat en ligne, etc. Mais de manière très très simple, finalement, en 3 clics, elle peut parrainer sur le site. Donc, quand vous êtes sur le site www.untoitpourlesabeilles.fr, vous avez 2 boutons. Je suis un particulier, je parraine. Je suis une entreprise, je parraine. Vous cliquez en tant que particulier sur je parraine. Vous arrivez tout de suite sur notre cartographie de tous les apiculteurs de France. Donc, où sont installés nos ruchers? L'objectif étant d'inciter le parrain à aller cliquer sur l'apiculteur le plus proche de chez lui. D'accord. Pourquoi? Parce que on propose ces animations, ces journées d'immersion au sein des ruches, et qu'on propose surtout de consommer un miel local. Donc vous allez choisir votre apiculteur, puis vous allez choisir le nombre d'abeilles que vous souhaitez parrainer. Dans une ruche, on estime que la moyenne c'est 40 000 abeilles. Alors c'est vulgarisé, mais on estime qu'il y a à peu près 40 000 abeilles. Vous pouvez parrainer 1/20 de la ruche, soit 2 000 abeilles pour 4,50 € par mois, et vous recevrez 3 pots de miel personnalisés en 250 grammes, plus tout le suivi pédagogique et de sensibilisation qui fait partie du package, la journée d'animation, etc., etc. Donc vous choisissez le nombre d'abeilles et vous allez ensuite compléter vos coordonnées pour la livraison des pots de miel et clôturer, finaliser votre parrainage via le paiement en ligne. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc si vous avez notamment un petit budget, c'est de se dire que dès 4,50 € par mois pendant 1 an, vous êtes parrain, vous faites une action. Donc le prélèvement bancaire, c'est cette modalité en 12 fois, on l'a mise en place vraiment parce qu'on avait de plus en plus de parrains qui nous disaient j'ai pas un gros budget mais je voudrais participer à l'effort de guerre de la préservation de notre biodiversité. Et bien on a choisi une formule plus petite sur lequel il y a un petit peu moins de pots de miel, mais sur lequel vous engagez, vous avez tout ce contenu, vous bénéficiez du même contenu que les autres et vous allez vivre ça avec. Donc voilà. C'est vraiment génial. Et est-ce que il y a aussi des apiculteurs qui sont dans les dom-toms? Non, pas encore. Non, pas encore. Alors, on a été approchés. Oui. On a été approchés par les dom-toms. On a à cœur quand même de rencontrer nos apiculteurs quand on les intègre. On veut s'assurer quand même du fait qu'ils soient en phase avec nos valeurs. Nous, on est entreprise à mission pour information. D'accord. Donc il en existe à peu près 300 en France, je crois, d'entreprises à mission. Les entreprises à mission, c'est les entreprises qui mettent notamment la protection de l'environnement au cœur même intrinsèque de ces projets, dans tout le cursus de la mise en place de ce projet-là. Et notre raison d'être, c'est d'être une entreprise bonifiante à la fois pour la biodiversité, pour la nature, mais aussi pour les hommes. Donc on veut s'assurer en fait que lorsqu'on intègre un apiculteur, on l'intègre avec ces valeurs-là. Donc on a vraiment à cœur de se dire qu'il faut qu'on aille quand même le rencontrer et qu'on puisse s'assurer que dans sa pratique apicole, on est en phase, qu'on n'est pas sur. Souvent, quand on évoque un toit pour les abeilles et quand on évoque notre écosystème, notre projet, beaucoup d'apiculteurs s'interrogent. Mais où est le petit truc caché? Où est la petite ligne qu'on n'a pas lue, qu'on n'a pas? Il y en a pas. Il y en a pas. Alors, oui, on est une entreprise. Oui, on est financé par des parrains. 90% de la valeur du parrainage repart dans le réseau. Donc, chaque les coûts de structure sont de 10%. Moins que ça encore. Ils sont de 4% pour information. Puisqu'en fait, derrière, vous avez la logistique. C'est nous qui prenons en charge. C'est pas l'apiculteur qui prend en charge la logistique. C'est nous qui envoyons à l'apiculteur l'intégralité des colis, cartons, etc., palettes et tout ça pour préparer sa palette. L'apiculteur ne s'occupe que de la mise en pot et s'occupe des abeilles. C'est ça son métier, c'est son savoir-faire. On peut pas lui imposer un autre savoir-faire que le sien. Donc on prend ça en charge. C'est nous qui étiquetons c'est nous qui imprimons les étiquettes personnalisées des parrains. Donc on a ce coût d'impression, etc. Et on a une grosse partie qui repart. Alors on paye des prix d'installation. Chaque ruche
installée, chaque nouvelle ruche installée chez l'apiculteur, c'est une prime forfaitaire à l'apiculteur qu'on lui paye en plus. En plus du coût du miel à hauteur de 25-30 euros du kilo. Donc vraiment, c'est se dire, la seule chose dont on vous demande de vous préoccuper, c'est des abeilles et de votre septel, de vos ruches, etc. Du mieux possible. On accompagne beaucoup d'apiculteurs en transition vers le bio. Donc on finance cette transition vers le bio qui coûte un peu cher à l'apiculteur. Donc on participe à cela. On participe aussi aux grandes pertes. Alors même si on sait que lors de lourdes pertes, ça a été le cas en 2021, on a beaucoup d'apiculteurs qui ont déclaré la calamité apicole. On sait que les recours auprès du gouvernement sont longs, que les enveloppes financières dégagées sont très petites, et qu'un apiculteur, en fait, il n'a pas le temps de recevoir, si vous voulez, l'enveloppe pour relancer. Au sortir de l'hivernage, la saison, elle enclenche. Il lui faut absolument de quoi pouvoir racheter des essaims s'il a besoin d'essaims, racheter des ruches s'il a besoin des ruches, acheter du matériel apicole, petit ou grand, s'il a besoin de racheter du matériel. Et c'est cela qu'on finance. Donc, on dégage aussi des enveloppes d'aide en soutien aux apiculteurs qui sont très impactés, qui ont l'obligation de se relancer pour la saison prochaine. L'objectif pour nous, c'est surtout pas voir un apiculteur mettre la clé sous la porte. En tout cas, pas un apiculteur un toit pour les abeilles. Donc on fait très attention à cela. D'accord. Et vraiment la relation est vraiment très forte. C'est quasiment communautaire en fait. Ça l'est. On est très fiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos apiculteurs, on est en train de leur demander de réaliser des témoignages autour de ce que leur apporte un toit pour les abeilles, et c'est super valorisant de se dire, ils sont libres, ils disent ce qu'ils veulent, il n'y a pas de, pour vous dire, on n'a aucun contrat signé avec nos apiculteurs, si ce n'est la charte de bonne conduite, mais on n'a pas de contrat qui dise, on vous achète le miel à temps, etc. C'est une relation de confiance. Si elle est rompue, pour X raisons, on l'a déjà rompu par le passé auprès d'un apiculteur, qui a du jour au lendemain, alors c'est assez peinant parce que c'était un apiculteur âgé en plus, qui a décidé de contracter avec des agriculteurs dans le cadre de services de pollinisation, sans encadrer ce service de pollinisation. Donc les agriculteurs épandaient des pesticides sur des vergers, et ensuite venaient y installer des ruches, comme on a pu voir des images notamment aux États-Unis, sur les amandiers californiens. Exactement. J'ai eu cette image-là qui m'est venue en tête, c'était juste dramatique. Et quand on a parlé à l'apiculteur, il m'a expliqué gentiment que c'était un contrat d'opportunité pécunier, financier, et qu'il ne pouvait pas le refuser. Eh bien, il s'est passé d'un toit pour les abeilles, puisqu'on a rompu la relation, et on a tout stoppé, puisqu'on ne pouvait pas accepter que dans une relation où on donne énormément à nos apiculteurs, on puisse avoir cette coup de, pour nous c'était un coup d'épée dans le dos, très très concrètement. Donc c'est savoir aussi s'exprimer auprès de nos parents et leur dire voilà ce qui s'est passé en toute transparence. Ça fait partie. L'homme est ainsi fait qu'il est perfectible, et que parfois il y a des dérives humaines. Par contre, on peut pas les tolérer. On peut pas les tolérer dans notre démarche, et même si l'apiculteur nous a dit c'est un contrat unique et je l'ai fait qu'une fois, etc., ce n'est pas possible. C'est intrinsèquement, tu as perdu les valeurs d'un toit pour les abeilles, on ne peut pas te suivre dans cela. Non pas qu'on va entacher la réputation d'un toit pour les abeilles, qui le sait finalement, à part nous, mais on ne l'accepte pas. Parce que ça veut dire que potentiellement tu as mis à mort des abeilles, et en ton âme et conscience, tu l'as fait parce que tu avais un gain. Donc c'est pas possible. Donc on a vraiment un cœur de. Donc on est vraiment, on a vraiment une relation très très forte avec nos apiculteurs, dans le bon sens du terme entre guillemets. On valorise nos abeilles et les hommes. D'accord. Hommes et femmes d'ailleurs. Et justement, donc là il y a 100 apiculteurs. 100 apiculteurs sur toute la France, et 2 apiculteurs en Belgique. D'accord. Et les amateurs, est-ce qu'un amateur peut s'engager auprès d'un toit pour les abeilles? Aucun souci. Le terme amateur, il est mal choisi pour les apiculteurs. Parce que je pense amateur et professionnel, c'est 2 termes qui ne devraient même pas exister. Dans tous les cas, on prend en sérieux les abeilles, mais on peut éventuellement parler de taille de cheptel, éventuellement, puisque pour moi ça rentre en jeu dans professionnel, c'est qu'on en fait son métier. Son métier unique. Amateur, aujourd'hui, c'est qu'on l'a en parallèle d'une activité professionnelle autre. Sauf que quand on parle d'amateur, quand on parle d'apiculteur amateur, on sous-entend que c'est un apiculteur qui ne sait pas pratiquer dans les règles de l'art de l'apiculture. Or, c'est pas le cas. On a énormément, pour information, d'apiculteurs amateurs qui respectent la charte, qui sont dans des pratiques, mais au contraire, qui rentrent peut-être même plus dans le détail. Je trouve qu'il y a un aspect
en tout cas de prise de connaissance du métier avec l'évolution actuelle des choses qui est plutôt bénéfique. Donc très bien, au contraire. La seule chose qu'on exige quand on rentre dans le réseau Un Toit pour les abeilles, donc c'est la bonne pratique, ça on s'en assurera auprès de vous bien évidemment au préalable, et c'est ensuite d'avoir une taille de cheptel suffisante qui permet de se dire qu'on peut mettre nous en moyenne une dizaine de ruches en parrainage et qu'on pourra fournir à ses parrains. Donc on estime, c'est notre calcul entre guillemets un peu rapide, mais c'est comme ça, que pour une ruche parrainée, vous devez en avoir 3 en production. Donc pour 10 ruches en parrainage, vous devez avoir 30 ruches sur votre cheptel. Pour pouvoir se dire que si on a des ruches qui produisent moins que d'autres, on pourra prendre sur le panier commun sans perturber les abeilles. L'objectif, c'est de leur laisser suffisamment de ressources. Dans le parrainage, on prélève en moyenne 12-13 kilos sur la ruche qu'on va fournir aux parrains. Sur une ruche, vous récoltez en moyenne, si tout se passe bien, 25, 30 kilos quand c'est très bien, etc. Donc on se dit que on prélève une partie, mais que le reste est bien laissé aux abeilles. Et c'est ça le cercle vertueux. C'est de se dire qu'au final, on ne ponctionne pas la totalité des ressources des abeilles. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Donc voilà, la seule différence, c'est qu'on demande, on a beaucoup d'apiculteurs amateurs d'ailleurs qu'on accompagne vers le professionnel. Donc on a beaucoup d'apiculteurs qui ont commencé avec 30 ruches, puis 50, puis nous ont demandé des aides pour des transitions vers, donc le temps de faire une rupture conventionnelle et de s'installer en professionnel, d'être aidé dans le financement de l'équipement, etc. Et donc quand je vous dis qu'on a une grosse partie, 90% repart dans le réseau, c'est que on participe également au financement de cette transition vers le professionnel. On a un apiculteur en ce moment même qui passe en professionnel et qui va en faire son cœur de métier, qui est passionné par ça, qui a découvert cela en amateur et qui aujourd'hui passe en professionnel. On est ravis de ça, puisqu'on a participé à faire de ce loisir, en tout cas au démarrage, un loisir passion, un métier passion. D'accord. Je suis surpris que les amateurs puissent le faire et je suis surpris et heureux de l'entendre. Très bien. Merci. J'aurais 2 dernières questions à vous poser sur un peu, en ce moment, comment se passe le développement d'Un Toit pour les abeilles. Alors, avec l'année 2021 qui était compliquée, est-ce que c'était compliqué également pour votre entreprise? Est-ce qu'il y a eu de l'incompréhension de la part des parrains et marraines? Alors, nous, la situation Covid, la crise sanitaire Covid, on l'avait vécu vraiment en 2 temps. Première période, 2020, confinement, etc. On a perdu tout ce qui était soutien associé, alors tout ce qui était entreprise associé à l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel. Pas de salon, pas d'événements, etc. Pas d'opération marketing et forcément fermeture des hôtels et restaurants. Donc on a perdu en moyenne, je crois, si je dis pas de bêtises, à peu près 30% de nos soutiens entreprise. Donc c'était pas rien pour nous, c'était une première. C'était assez difficile. Par contre, on a eu un vrai élan du particulier, où là on a eu une espèce de prise de conscience qu'il était en train de se passer quelque chose et qu'il fallait réagir. Donc ça a été assez agréable de se dire que par contre le grand public, lui, s'interrogeait sur ce qui était en train de se passer et j'ai eu cette impression qu'il mettait en face du Covid et de la crise sanitaire peut-être un espèce de ricochet de Dame Nature qui nous prévenait que l'impact humain avait généré quelque chose de néfaste sur la planète. Donc on a eu pas mal d'engagements et finalement on a réussi sur 2020 en tout cas à avoir une balance positive, c'est-à-dire à perdre 30% sur l'entreprise, mais à récupérer 30% sur le particulier. Super. Ouais. On a eu sur la deuxième partie, donc sur cette deuxième année de Covid, là on a eu un vrai désengagement du particulier. Ça, c'est assez triste. Je pense que c'est vraiment associé au fait effectivement que là ça fait 2 ans qu'on est en crise, que on voit plein de hausses gasoil. Je parle de celle-ci, mais il y en a plein d'autres. Plusieurs hausses se suivent les unes derrière les autres. Que on a l'impression qu'on va sortir de cette crise, mais ça fait 2 ans qu'on y est, donc on s'interroge sur va-t-on réellement en sortir, et que du coup le parrain réfrène un peu plus à s'engager sur un projet qui n'est pas jugé essentiel à date. Donc aujourd'hui le parrain, le public en tout cas se focalise plus sur
ses ressources à lui, alimentaires notamment et autres, et fait attention. Donc on est sur plutôt des économies. Par contre, on a un regain sur l'entreprise, notamment hôtellerie, restauration et événementiel qui nous avait quittés, reviennent. On a chez Un Toit pour les abeilles, on a cette force que ceux qui s'engagent chez Un Toit pour les abeilles restent. On a un fort taux d'engagement, c'est assez agréable. On a dû pallier, mine de rien, on a quand même dû pallier à des pertes. Aujourd'hui, on s'engage nous à prendre le miel de nos apiculteurs. Quand l'apiculteur hier vendait à Un Toit pour les abeilles, je sais pas, 40 ou 150 kilos de miel, du jour au lendemain, on a eu moins d'engagement de nos parrains particuliers entreprises. Il a fallu se dire, il faut trouver des pistes, des voies de passage pour se dire que on va quand même payer l'apiculteur. On lui promet un salaire, même s'il n'y a pas d'engagement écrit. Lui s'attend d'année en année à vendre ses 150, 200, 300 kilos de miel. Donc on a quand même récupéré le miel, nous Un Toit pour les abeilles. Et on s'est dit qu'on allait peut-être trouver des voies de passage différentes pour pouvoir écouler ce miel. Donc on a fait des bonbons mielines qu'on a pu proposer à la vente d'entreprises, etc. sur des opérations grande échelle. Donc on a fait des bonbons miel, on a vendu du tout petit pot de miel, on a mis ça en coffret, etc. Donc on a trouvé mine de rien des voies de différenciation qui nous ont permis quand même de continuer à payer un revenu à nos apiculteurs. C'est là la force d'Un Toit pour les abeilles, c'est qu'on sait. Vous êtes créatif. Alors, on essaie en tout cas de l'être, et c'est surtout qu'on rentre pas dans une spirale infernale. On essaie toujours de rester positif et de transformer tout ce qui est complexité ou problématique en espèce d'opportunité, de se dire est-ce qu'il n'y a pas une voie de passage sur autre chose pour continuer, et on garde toujours en rétrospective nos abeilles et nos apiculteurs. Et ça, c'est essentiel. Donc, ça nous donne l'envie, ça nous donne cette espèce de caractère combatif, mais positif, bien évidemment. Donc, voilà, tout va bien, entre guillemets. On a réussi à pallier au manque de soutien. Pour autant, il est temps qu'on sorte de la crise. Voilà, il est vraiment temps qu'on en sorte. Trop d'incertitudes. C'est cela. Et donc, vous m'avez dit que le but, c'est de trouver, à travers tous ces problèmes en apparence, des opportunités. Quels sont justement les projets, les nouveaux axes de développement d'Un Toit pour les abeilles, ceux que vous pouvez partager? Alors, nous, depuis 10 ans, 11 ans maintenant, on préservait l'abeille à miel, et on s'est questionné quand même sur est-ce qu'on va pas, au bout d'un moment, si l'initiative prend un impact fort, justement participer au déséquilibre dont je vous parlais initialement en préambule. Et donc ça fait 2 ans maintenant qu'on se focalise également sur l'abeille sauvage. Donc on a 2 projets annexes. On est sur Un Toit pour les abeilles, la protection des abeilles à miel en colonie et plutôt en milieu rural, et les dorloteurs d'abeilles, qui est un projet annexe à Un Toit pour les abeilles, protection de l'abeille sauvage, plutôt en milieu urbain. Donc ce sont des espèces de dorlotoirs, qu'on installe chez soi, sur le balcon, jardin, etc. Dans lequel on a des espèces de tubes, notamment des tubes translucides dans lesquels on voit tout le processus de nidification des abeilles. Les abeilles sauvages, ce sont des abeilles qui ne font pas de miel, donc qui ont un intérêt moindre, si vous voulez, en tout cas psychologiquement, qui ont un intérêt moindre que les abeilles à miel, mais qui ont un vrai rôle de pollinisatrice dans la nature. Ce sont les championnes de la pollinisation, peut-être même davantage que les abeilles à miel, puisque elles sont toujours en situation où elles doivent récupérer rapidement du nectar et s'en retourner à la ruche pour préserver leur maison, leur tube. Et donc en fait, elles pollinisent rapidement et elles s'en retournent à la maison. Donc elles accélèrent leur processus pour aller préserver leur maison, qui n'est pas préservée comme celle des colonies d'abeilles, où là vous avez quand même des gardiennes qui conservent la ruche. Elles ne piquent pas, elles ne produisent pas de miel, et c'est un vecteur de pédagogie, notamment pour les enfants, qui est phénoménal. Donc on est en train d'installer via les collectivités, notamment des dorlotoirs. On est en train de nous en tout cas dans notre engagement mission, on souhaite en installer sur au moins une centaine d'écoles, dans des établissements scolaires premier niveau, un premier et second niveau, pour se dire qu'en fait il y a une pédagogie qui s'opérera auprès de ces enfants-là, de sensibilisation autour de la biodiversité. Pas de risque, elle ne pique pas, donc tout va bien. On a aussi l'envie de se dire qu'on va axer. Alors c'est pas encore fait, c'est des sujets d'évolution, mais on voudrait également se concentrer aussi sur la partie préservation des mellifères pour les abeilles. On a aujourd'hui, on installe, on organise des plantations de mellifères un peu partout en France, mais on souhaiterait
créer une espèce d'initiative d'envergure où on plante des mellifères un peu partout en France, sur des zones préservées sur lesquelles on va pouvoir installer des ruches, qui sont des mellifères bio, avec une rotation qui permettent d'avoir des ressources tout au long de l'année pour les abeilles. Et en fait, on convertit des hectares ex-conventionnels en hectares de biodiversité pour les abeilles. Donc voilà, avec un revenu fixe pour ces agriculteurs-là qui vont participer à cet effort. Mais ça fait partie de ces engagements où on se dit que finalement, il faut qu'on fasse évoluer les schémas de protection de la nature, et ça fait partie de cela. Protection des abeilles sauvages, protection des abeilles à miel, plantation de mellifères pour les abeilles, et il y en aura d'autres probablement. D'accord. C'est bien de s'orienter également sur l'abeille sauvage. Parce que j'ai vu une donnée, il y a 1000 espèces d'abeilles différentes en France. Exactement. Et nous, on n'en connaît qu'une, l'abeille à miel. Exactement. L'abeille à miel, puisqu'on sait, on la connaît parce qu'elle a un apport économique et puis parce qu'elle produit du miel. Toutes les autres, les osmies, il en existe... l'abeille coucou. l'abeille charpentière. Ouais, l'abeille charpentière, l'abeille maçonne. Exactement. Il y en a énormément. Il y en a plein. Et les dorloteurs d'abeilles, c'est un de ces projets annexes à Un toit pour les abeilles, nous a fait découvrir tout cela. Et puis c'est un sujet qui est passionnant, et puis voir en réel. Et je vous en ai pas parlé, mais donc on voit tout processus de nidification en fin de saison. Quand arrive la période d'hivernage des abeilles, donc on va récupérer ces tubes. Donc les dorloteurs, c'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui participent à cette action-là, vont récupérer les tubes, vont nous les renvoyer. En local, on récupère donc l'intégralité des tubes qu'on classifie en local. Et au moment de la nouvelle saison, on va réexpédier en local auprès du dorloteur initial et auprès de 2 ou 3 autres dorloteurs du secteur. Donc on va démultiplier le repeuplement local des abeilles souches locales du secteur. Et ça, c'est super intéressant de se dire qu'en fait, on n'est plus dans l'importation, ce qu'on peut voir sur la partie abeille à miel, hélas, où on est sur l'hybridation, donc bien que nous, dans notre projet Un toit pour les abeilles, on a beaucoup d'abeilles locales et on travaille avec de l'abeille locale, même si c'est encore compliqué, mais on a des conservatoires de l'abeille noire. On peut comprendre aussi que dans les pratiques apicoles, certains apiculteurs aient besoin. Je pointe pas cela du doigt. J'alerte juste sur attention aux grandes dérives qui peuvent avoir des impacts nocifs et dérégler notre biodiversité. On a des abeilles rustiques, nos abeilles locales sont rustiques, adaptées à nos terroirs, et c'est vrai que respecter la rusticité de nos abeilles locales, c'est aussi finalement conserver une longévité de ces abeilles-là souches plus grande, plus importante. En tout cas, les abeilles sauvages, on a vraiment focalisé sur le repeuplement d'abeilles en local, et ça c'est super important, se dire qu'on va repeupler localement, et que dans notre projet de mellifères également, on va se focaliser sur quel type de mellifères en local pour ne pas dérégler les faunes locales, et de se dire que les flores locales, et se dire que on va régénérer du positif mais intelligent. Oui. D'accord. Merveilleux. C'est impressionnant l'engagement que vous avez, l'intégrité, mais également le fait que vous vouliez créer une relation dans le temps, qui soit pérenne, et pas du on fait juste ça une fois et après au revoir. C'est très gentil. Ouais. C'était vraiment l'envie, c'est de créer quelque chose de vertueux de bout en bout, et finalement on a une fierté à le faire. Et dans notre engagement quotidien, mais même je vois l'équipe au fil des jours, c'est un vrai engagement et une sincérité qui se retranscrit au quotidien dans nos façons de travailler, dans notre engagement, dans notre envie de voir perdurer l'initiative. Donc oui, c'est vrai, c'est vertueux, et cette vertu nous engage encore plus, je trouve. Oui. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Je vous en prie. Grand plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie également Zakia pour son partage et la mission pleine de sens d'Un toit pour les abeilles. Pour l'anecdote, après avoir échangé avec elle, je suis devenu moi-même parrain d'une ruche. Si vous voulez le devenir également, il suffit d'aller sur le site untoitpourlesabeilles.fr. Vous faites partie des 20% des auditeurs qui est allé jusqu'au bout de ce podcast, et je vous en félicite. Vous faites partie de ceux qui veulent apprendre et progresser en apiculture. Je vous recommande de vous abonner à ce podcast. Je suis présent sur Deezer, Apple Podcasts et Spotify. En allant sur mon blog mespremiersruches.com, vous êtes libre de recevoir un guide gratuit de l'apiculteur débutant, dans lequel je vous apprends les bases de l'apiculture et des conseils pour bien démarrer et devenir un meilleur apiculteur. Je vous invite à partager ce contenu au groupe
et forums d'apiculteurs que vous connaissez. Cela m'aidera beaucoup à croître. Si vous avez des questions, des idées de sujets ou que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit dans cet épisode, je vous invite à m'envoyer directement un email à guillaume@mespremiersruches.com. Je lis tous les emails et cela me permettra de mettre à jour les épisodes à venir. Enfin, si vous voulez comme Zakia partager en tant qu'invité sur le podcast, parce que vous êtes apiculteur amateur, apiculteur professionnel ou également représentant d'un métier pour lequel l'apiculture est primordiale, contactez-moi directement par mail à guillaume@mespremiersruches.com. Merci beaucoup et à bientôt.